Vous d'avoir accepté cet entretien, chers collègues, spécialistes de sciences politiques et des relations internationales, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris. Alors voilà, l'Université populaire européenne de Grenoble s'est lancée dans une sorte de questionnaire, sondage sur la vision de l'Europe du futur. Et voudrais avoir votre sentiment. Alors, une série de petites questions, si vous acceptez bien sûr cela. Alors, la pandémie du Covid-19, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour aller vers une forme d'Europe de la santé? Ah, totalement. Je crois que nous ne mesurons pas encore à quel point l'expérience que nous vivons depuis près d'un an bouleverse tous nos schémas traditionnels. Pensez que c'est la première fois, si je puis me permettre, depuis Adam et Ève, que les 7,5 milliards d'humains ressentent directement dans leur chair un mal commun, une menace commune. Même dans les guerres mondiales telles la dernière, on n'a jamais eu un tel ratio, c'est-à-dire cette humanité entièrement touchée par le même mal qui n'est pas produit par un ennemi mais par un effet de système. Donc ceci doit nous amener à complètement recomposer nos visions et en tout premier de la sécurité qui ne se décline plus prioritairement en termes nationaux, mais en termes d'intégration mondiale. Et vous avez tout à fait raison de mettre en scène l'Europe, parce que cette intégration mondiale dont nous avons besoin pour faire face à une menace qui est effectivement commune au monde entier, va demander énormément de travail, d'étapes, probablement d'aller et retour. L'Europe est une occasion unique de pouvoir tester à une échelle moindre, c'est-à-dire celle d'un continent ou d'une partie du continent, ce besoin de sécurité intégrée, ce besoin de détacher l'idée de sécurité de l'idée de compétition, puisque c'est ainsi que nous avons été éduqués, c'est-à-dire ma sécurité est menacée par l'autre, mon voisin proche ou lointain, donc elle est compétitive par nature. Non, la sécurité n'est plus compétitive. J'ai besoin pour être en bonne santé en France que mes amis allemands soient en bonne santé, que mes amis italiens soient en bonne santé, et surtout ne pas se donner à ce petit jeu qui consiste à se réjouir sous cap que les chiffres du voisin ne sont pas tellement bons et nous confortent dans la justesse de nos choix. C'est pas comme ça. Je veux dire, si ça va mal en Grèce, ça va mal en France. Il faut apprendre à raisonner comme ça. C'est-à-dire le malheur de l'autre fait mon malheur, alors que nous avons une culture du jeu à somme nulle, c'est-à-dire le malheur de mon voisin fait mon bonheur, ou mon bonheur fait son malheur. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est une révolution culturelle. C'est bien que l'Europe se mette en tête de ce peloton. Et si on a été très déçu par la réaction de l'Europe, notamment en matière sanitaire, il y a quand même eu des lueurs qui se sont allumées pendant cette crise. Et rendons hommage, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas un homme à hommage, à Madame Merkel, qui, sur le plan de la traduction économique de ce désastre sanitaire, a très bien compris la chose. C'est-à-dire que pour que l'économie allemande vive, il faut que les économies d'Europe du Sud survivent. Alors ces derniers temps, on entend beaucoup parler, et notamment par notre propre président de la République, l'idée d'une souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée d'une souveraineté européenne, et dans quel domaine et comment imaginer cette souveraineté européenne? Alors, ce que ça m'inspire, c'est l'urgente nécessité de retourner aux textes fondamentaux et de faire ce que nous autres professeurs avons l'habitude de conseiller à nos étudiants, c'est de définir un mot avant de l'utiliser. C'est-à-dire, on avait besoin d'une note en bas de page. Par ces souverainetés, j'entends, etc., etc. Parce que
le concept de souveraineté, c'est en même temps le concept pivot de toute notre philosophie politique moderne, hein, depuis Jean Bodin ou Thomas Hobbes jusqu'à nos jours. Mais à cause probablement de cela, c'est un concept horriblement difficile à définir et à saisir, et qui est assez polysémique, parce que finalement, chaque auteur et chaque praticien met un sens légèrement différent derrière. On sent déjà que derrière le concept de souveraineté, il y a deux dimensions. Il y a une dimension de résistance et une dimension normative. La dimension de résistance, c'est que la souveraineté a commencé à exister comme un cri d'émancipation. Dans notre histoire française, c'est une double émancipation vis-à-vis de l'empereur et vis-à-vis du pape, par exemple. Et c'est ainsi que notre État s'est construit. Et s'est construit comme souverain, s'arrachant à cette double émancipation insupportable. Et quand vous regardez la décolonisation, c'est exactement la même histoire qui se répète. Alors si par souveraineté européenne, on entend ce cri, c'est-à-dire cette volonté de l'Europe de s'émanciper de tutelles extérieures qui lui sont de plus en plus négatives, parce qu'au temps de la bipolarité, on pouvait considérer que la tutelle extérieure était fonctionnelle, ne serait-ce que pour assurer sa propre défense. Aujourd'hui, c'est moins vrai, et au contraire, on sent celle-ci pesante. Si donc il s'agit par souveraineté européenne de réfléchir à une Europe qui est émancipée des tutelles extérieures, je comprends. S'il s'agit maintenant, et je me rapproche de l'éminent juriste que vous êtes, de définir un ordre normatif, alors là, je ne comprends plus, et je ne comprends plus doublement. D'abord, par rapport à ce qu'est l'Europe aujourd'hui. L'Europe aujourd'hui est une addition de souveraineté plus qu'une souveraineté au sens normatif du terme, même s'il y a des éléments à travers la hiérarchie des normes qui pourraient évoquer l'idée d'une souveraineté européenne. Mais enfin, fondamentalement, les souverainetés nationales ne sont pas abolies, que je sache. C'est un premier élément. Et l'autre élément est peut-être plus politique que juridique, mais là, je crois que les deux se rejoignent. Dans un monde mondialisé, globalisé, comme on dit, parler de souveraineté au sens normatif peut paraître quelque peu contradictoire, car nous sommes dans un monde où le principe d'interdépendance avec la mondialisation s'est substitué au principe de souveraineté. Autrement dit, rechercher la souveraineté économique, la souveraineté, je dirais même politique, dans un monde d'interdépendance, fait partie des oxymores. Nous sommes maintenant dans un monde où tout le travail reste à faire, c'est-à-dire comprendre, gérer et normer l'interdépendance. Donc, ce n'est plus du tout sur l'échiquier de la souveraineté que nous avançons. Donc voilà, il faut être très prudent. Et je dois dire que le moment n'est pas venu de tout emmêler et de donner l'illusion de la simplicité en employant un seul et même mot pour décrire des réalités qui non seulement sont différentes, mais sont maintenant contradictoires. Alors, si on se place dans l'idée de l'Europe du futur, je me demande comment vous concevez l'avenir de l'Union européenne. Certains disent qu'il faut oser les États-Unis d'Europe. Qu'en pensez-vous? La formule me gêne un peu parce qu'elle semble relever de limitations. Il y a les États-Unis et les États-Unis d'Europe, et les histoires sont tellement différentes que cette assimilation ne fait pas grand sens. Moi, je suis en tant que politiste et sociologue un durkheimien, comme vous le savez peut-être, et donc je vénère un concept qui fait plus que jamais sens. D'ailleurs, il est apparu au tout début de notre entretien, qui est le concept d'intégration. C'est-à-dire que pour survivre dans la mondialisation, nous avons besoin non seulement d'intégration, mais nous avons surtout besoin de normer cette intégration, c'est-à-dire de lui donner des règles, de lui donner un cadre institutionnel. Donc, toute intégration aujourd'hui est bonne à prendre, précisément parce qu'elle fait écho à ce phénomène sociologique de l'interdépendance que je décrivais tout à l'heure. L'intégration, c'est l'interdépendance ordonnée, et c'est surtout l'interdépendance au profit optimal de tous. Quand je dis optimal, ça veut dire que tout le monde n'y réalisera pas ses desseins à 100%, mais on peut trouver un optimum
de satisfaction. C'est vrai au plan local, c'est-à-dire l'intégration de ces quartiers qui échappent, par exemple, au contrôle social. C'est vrai au niveau d'une nation, c'est tout le discours qu'on entend actuellement sur les territoires. C'est vrai au niveau mondial, mais comme je le disais tout à l'heure, ça sera très difficile et très long. Ça l'est tout particulièrement au niveau européen. Donc, il faut à tout prix, et ça, je pense que c'est le mot d'ordre pour les années, peut-être les décennies qui viennent, passer d'une Europe associative à une Europe solidaire. Et le progrès de l'intégration, c'est ce passage de l'association, sur le mode l'union fait la force, à la solidarité, c'est-à-dire nos souffrances sont communes et donc notre bonheur sera commun. Autrement qu'à travers ces deux formules, on n'arrivera pas à faire face aux défis de la mondialisation. Alors, pour faire en sorte que les souffrances soient communes, de manière à ce qu'ensuite le bonheur soit commun, il faut évidemment changer de braquet institutionnel. C'est-à-dire nos institutions restent par trop associatives, pas assez solidaires. Et encore une fois, vous allez dire que ça tourne à l'obsession, je rends hommage à Madame Merkel parce qu'elle a eu le courage de mettre pour la première fois dans l'histoire européenne en pratique cette idée à travers la mutualisation, hélas encore hypothétique, des dettes européennes. Voilà. Donc ça, c'est justement le passage de ce que Maître Durkheim appellerait l'association à la solidarité. Mais est-ce que vous avez le sentiment que notre système institutionnel européen est suffisant pour cette solidarité? Non, certainement pas. Certainement pas. On le voit d'ailleurs à travers les débats du Conseil européen sur le budget de l'Europe. Oui. C'est-à-dire que la règle de l'unanimité est une règle totalement anti-intégrationniste. On n'intègre pas par la règle de l'unanimité, parce que la règle de l'unanimité, c'est de faire prévaloir les partis sur le tout. Hein. Et donc, M. de la Palisse comprendrait ça très très bien, c'est-à-dire que tant que nous sommes dans un jeu unanimiste, c'est les partis qui l'emportent. Et si c'est les partis qui l'emportent, ça veut dire que la logique compétitive et la logique des intérêts particuliers l'emportent sur la logique de l'intérêt global. Et c'est cet intérêt global qu'il faut construire. Il faudrait donc aller vers un système de vote à la majorité. Je pense. Alors, ça va même beaucoup plus loin que ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, le chemin, c'est le vote à la majorité, mais le chemin, c'est aussi repenser la représentation politique en Europe, parce que tout vient de là. C'est-à-dire que si l'Europe est représentée comme un corps souverain, comme nous l'enseignerait Maître Rousseau, eh bien, à ce moment-là, effectivement, la dynamique des votes au Conseil européen n'aurait même plus de sens. C'est-à-dire, s'il y a un vrai corps politique européen, on peut même imaginer d'aller au-delà de one state, one vote pour arriver à one man, one vote. Oui, tout à fait. Alors peut-être que les Luxembourgeois, les Maltais ne sont pas tout à fait convaincus, mais vous savez, c'est exactement le problème auquel se trouvent confrontés les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, où effectivement le Nebraska ou le Wyoming entendent peser du même poids que la Californie. Et on voit tout ce que cela donne dans l'imbroglio électoral américain. D'un certain point de vue, nous en sommes là en Europe, dans un contexte tout à fait différent, bien sûr. Bien, mais merci beaucoup de ces réponses, et comme ça, on va pouvoir nourrir notre réflexion collective sur l'Europe du futur. Merci beaucoup. Je stoppe